Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder la question de la représentation de la Terre, et plus spécifiquement sous l'angle de projection cartographique. Vous allez voir qu'il faut être très prudent lorsqu'on lit une carte, et surtout si les intentions de l'auteur ne sont pas clairement définies. Enfin, j'en profiterai pour faire un rapide historique de la cartographie. Allez, on y va? Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, nous allons voir comment on se représente la Terre actuellement, et dans un deuxième temps, nous parcourrons l'évolution de la cartographie à travers les âges, en allant de la préhistoire jusqu'à la découverte de l'Amérique avec Christophe Colomb. Alors tout d'abord quelques rappels de la précédente vidéo. Le rayon terrestre est égal à 6370 km environ, et donc on a la circonférence de la Terre, ou le tour de la Terre, qui fait à peu près 40 000 km. Alors, représenter la Terre dans ces dimensions réelles est tout bonnement impossible, vous l'imaginez dans ces dimensions-là, donc il va falloir qu'on trouve une manière de représenter la Terre sous forme réduite. Alors on a deux possibilités, soit à l'aide d'un globe terrestre en 3 dimensions, soit à l'aide d'une carte en 2 dimensions. L'avantage d'un globe terrestre est qu'on peut manipuler ce globe afin de montrer l'axe de rotation de la Terre. Donc, l'axe de rotation de la Terre apparaît clairement. Mais aussi, deuxième grande caractéristique, on visualise correctement les éléments qui sont à sa surface sans aucune déformation. Je m'explique. Tout d'abord, les régions polaires apparaissent clairement, vous pouvez les montrer dans n'importe quel sens. L'équateur et les parallèles ainsi que les méridiens apparaissent dans leur bonne dimension, proportionnellement à leur dimension d'origine. Et les continents et les océans, c'est la même chose. Tous les pays, tous les continents océans apparaissent dans des dimensions, des superficies telles qu'ils sont actuellement sur Terre. Le problème d'un globe terrestre, c'est qu'il y a, en fait, c'est déjà un objet très encombrant, et que c'est difficile de mesurer à sa surface. Tout d'abord les distances, vous devez reporter à l'aide de cordes sur des règles les distances. Les superficies, ça devient très compliqué à mesurer une superficie car c'est un objet qui est sphérique, et je ne vous parle même pas des angles à sa surface. Dernier problème, c'est qu'en fait on ne voit qu'un seul hémisphère à la fois, et donc avec un globe terrestre, c'est impossible de montrer l'entièreté de la surface de la planète en une seule fois. Concernant les cartes en 2 dimensions maintenant, alors je vais poser la question en classe, comment va-t-on passer du globe à la carte? Un élève m'avait répondu, c'est facile, cieux, on n'a qu'à découper un globe et à le poser à plat sur la table. Eh bien non, c'est pas comme ça. Je vais vous le démontrer grâce à l'aide d'une peau d'orange. Si vous prenez une orange et que vous dessinez les différents continents dessus, et que vous essayez par la suite de l'appliquer sur une surface plate, la table, eh bien vous allez voir qu'en fait, la peau, inévitablement, va se déchirer à plusieurs endroits. Et donc, premier constat d'aujourd'hui, il est impossible de passer d'une figure tridimensionnelle à une figure bidimensionnelle, une carte en 2 dimensions, directement. On va devoir utiliser quelque chose d'autre. Alors, si je reprends les mots de mon ancien élève, mais alors Sieu, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, j'y réponds en disant qu'on va devoir créer une carte en 2 dimensions en projetant les éléments d'un globe sur une surface plate. Le premier type de projection qui permet de faire cela, c'est ce qu'on appelle une projection azimutale. Tout simplement, on applique une feuille sur le globe est illuminé de l'intérieur à l'aide d'une ampoule, et on va simplement calquer les différents éléments qu'on voit apparaître sur la surface plate, et on les représentera tels quels. Alors ça a un problème majeur, c'est qu'on ne voit pas l'autre hémisphère là non plus, et donc on a dû trouver d'autres projections afin de représenter le monde dans son entièreté. Une des projections qui permet de faire cela, c'est ce qu'on appelle la projection cylindrique, qui a permis de faire toutes les planisphères que vous connaissez normalement. Dans cette projection cylindrique, on a enroulé un cylindre, un papier, autour d'un globe, lui aussi illuminé de l'intérieur, et on a simplement représenté les différents éléments. Bon, ça a un peu évolué à partir de ce modèle-là, mais grosso modo, c'est l'idée. Un troisième type de projection, c'est en enroulant un cône autour de la Terre, comme c'est sur la photo, et donc on a un parallèle de contact à un endroit. Le long de ce parallèle de contact, eh bien, on aura très peu de déformations, on aura de plus en plus de déformations, plus on s'éloigne de ce parallèle de contact. Voilà, donc 3 types pour créer des projections cartographiques avec l'aide d'un globe terrestre.
Donc vous voyez qu'il y a une diversité de cartes qu'on va pouvoir créer grâce à ces projections cartographiques, mais que si vous en prenez par exemple les quatre que je vous montre ici à l'écran, eh bien en fait on voit qu'on a des déformations qui apparaissent à gauche et à droite en fonction de la carte qu'on aurait choisie. Par exemple ici, sur la deuxième carte, on voit que le Groenland est tout à fait aplati, par rapport à la première carte, eh bien, sur cette deuxième carte, l'Australie est un peu écrasée d'est en ouest. Sur la troisième carte, on voit que l'Amérique du Sud est complètement écrasée sur la gauche, on ne parle même pas de l'Australie. Et sur la dernière carte, vous voyez que le continent antarctique est exagérément grand et ses dimensions sont juste énormes. Alors, on pourrait faire la comparaison. Vous voyez en fait qu'entre la première et la dernière carte, vous voyez que certaines cartes vont exagérer les dimensions, comme par exemple ici, la carte de Mercator en bas à droite va exagérer les dimensions aux latitudes élevées. Donc plus vous allez monter en latitude, donc latitude nord ou latitude sud, plus vous allez aller vers les pôles, plus les dimensions et les surfaces vont être exagérées. Et donc en fait, toutes les cartes déforment la réalité. Un autre exemple serait simplement de dire, voilà, vous voulez partir de la Nouvelle-Écosse, et vous allez jusqu'à la mer d'Aral, eh bien, le trajet le plus court, selon cette carte-là, serait d'aller en ligne droite. Donc, dans un système euclidien, le trajet le plus court entre deux points est la ligne qui sépare ces deux points-là. Mais seulement si vous affichez cette distance-là sur un globe terrestre, voilà, Nouvelle-Écosse, mer d'Aral, vous allez donc suivre le parallèle 40 degrés de latitude nord, et vous voyez tout de suite que sur le globe, eh bien en fait, ça ne correspond pas du tout au trajet le plus court entre ces deux points-là. En effet, on est obligé de passer par le nord de l'Écosse. Donc si on représente ce trajet-là sur la carte initiale, on est obligé de suivre ce trajet-là pour aller d'un point à l'autre euh, en suivant le plus court chemin. Donc l'idée, c'est de choisir une carte en fonction de ses propriétés de projection. En effet, certaines cartes vont déformer les distances, certaines cartes vont déformer les surfaces, et certaines cartes vont déformer les angles. Parfois même les trois à la fois. Mais en fonction de ce qu'une carte va conserver, eh bien, on va leur donner un certain nom. Par exemple, une carte qui conservera les distances, on va l'appeler une carte équidistante. Une carte qui va conserver les surfaces, on va l'appeler une carte équivalente. Et une carte qui va permettre de conserver les angles, on l'appellera ça une carte conforme, comme la carte de Mercator qui apparaît ici à l'écran. Mercator, lui, ce qu'il voulait, en tant que bon navigateur, c'était de toujours avoir une navigation à cap constant. Donc sa boussole pointait vers le nord, et lui, il voulait que tout le long de son trajet, qui correspond ici à ce qu'a fait Christophe Colomb, eh bien, que tout le long de son trajet, il ait toujours le même cap à suivre pour arriver à bon port. En fait, Mercator se disait qu'un navigateur, bah, il n'a pas vraiment besoin de calculer le trajet le plus court qui apparaît ici en jaune. L'idée, c'était vraiment d'être sûr d'arriver à bon port grâce au cap constant et d'éviter les erreurs de calcul. Voici une carte que les Australiens ont fait il y a quelques années déjà maintenant, car les Australiens étaient frustrés d'être toujours recalés en bas à droite des cartes. Et donc ils se sont dit, on va faire une carte qui ne respecte pas les conventions. Déjà, ils l'ont mis à l'envers et ils ont mis l'Australie au milieu. Alors, en effet, il n'y a aucune convention qui dit que le nord doit être au-dessus de la carte. Et donc, voilà, si on la représenterait telle qu'on a l'habitude de la voir, pour mieux vous repérer, c'est comme ça qu'on devrait l'afficher. Alors Peters, qui a fait cette projection-là, son idée c'était de représenter les continents selon leur bonne dimension, leur bonne surface. Alors vous voyez que l'Afrique a l'air exagérément grande, mais en fait elle apparaît telle qu'elle est proportionnellement dans ses dimensions d'origine. Alors, si on représente des cercles à la surface du sol réel, voilà tels qu'ils apparaîtraient sur la projection de Peters. C'est-à-dire, ils prendraient la forme d'ellipse qui serait exagérément étendue d'est en ouest quand on va vers les pôles, à partir des deux lignes qui sont là. Et si on va vers l'équateur, on aurait des déformations nord-sud. Voilà, ça c'était le problème, c'est que pour conserver les surfaces, on est obligé de déformer la carte dans ce sens-là. Alors en Belgique, quelle projection utilise-t-on? Eh bien en fait, on utilise une projection conique.
Alors, voilà une projection conique. La particularité, c'est qu'on a donc un parallèle de référence. Ce parallèle de référence, le long de ce parallèle de référence, eh bien, on n'a aucune déformation, aussi bien au niveau des angles, au niveau des surfaces ou des distances. Et donc l'idée, c'est que on va prendre une projection conique, mais on va la glisser légèrement vers le bas. Et donc en fait, on va avoir deux parallèles de contact. Et c'est ce qu'on utilise en Belgique, c'est ce qu'on appelle une projection conique sécante. En effet, regardez, on a deux parallèles de contact par rapport à la Belgique, c'est un document qui est tiré de l'hygiène. On a le parallèle 51 degrés nord et 10 minutes, et 49 degrés 50 minutes. Et le long de ces deux parallèles, on n'a aucune déformation. On a des déformations qui apparaissent au nord, par exemple, du parallèle 51 degrés 10 minutes, ce sont des déformations positives. Entre les deux parallèles, les déformations sont négatives et les déformations redeviennent positives au sud du deuxième parallèle. Mais ces déformations, vu l'échelle de notre pays, ne sont que de l'ordre de quelques centimètres. C'est ce qu'on appelle la projection conique sécante Lambert-Belge. Alors si on regarde la tête qu'a l'Europe sur une projection conique, voilà ce que ça donne. Ce qui va nous intéresser, c'est juste ce qui entoure la Belgique. Donc on va découper dans cette projection conique le territoire qui entoure la Belgique, donc selon le cadre noir. Deuxième partie du cours, depuis quand les cartes existent-elles? C'est une question très délicate à répondre, mais on pourrait estimer ça de manière générale. Les cartes, ou en tout cas les informations géographiques, auraient déjà été utilisées lors de la préhistoire. Ici, vous avez une illustration de la grotte de Lascaux par les hommes préhistoriques. En effet, ceux-ci indiquaient sur les parois des grottes les endroits où ils pouvaient trouver un peu plus de bétail par rapport à la localisation de leur grotte. Ils dessinaient ainsi les montagnes et les fleuves euh, sur les parois de la grotte. La première carte, à proprement parler, a été découverte en Turquie, et c'est donc une carte qui date d'il y a à peu près 6200 ans avant Jésus-Christ, qui indique la position des différentes mines en Nubie. Alors par la suite, on retrouve différents types de cartes. Par exemple ici, une carte qu'on appelle la carte en champ de roseau des Égyptiens, et qui date d'il y a à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens avaient déjà une vision du monde assez avancée, donc comme on peut le voir ici en bas de l'écran, un monde divisé en trois, avec l'Europe, la Libye et l'Asie, en gros. Le tout entouré d'un océan infini. C'est cette première représentation du monde qui est assez importante parce qu'on la retrouvera par la suite. Les Mésopotamiens, eux, avaient l'habitude de représenter leur monde sur des tablettes d'argile. Voici par exemple la première au-dessus, c'est une carte qu'on appelle de Nippur, qui date du XIVe ou du XIIIe siècle, dans ces eaux-là, avant Jésus-Christ, et donc qui indique donc un schéma de la ville. La deuxième carte a été créée par les Babyloniens, qui est aussi une tablette d'argile qui date de 600-500 ans avant Jésus-Christ. Et là aussi, on peut voir donc la cité de Babylone entourée de ses cités mineures, sur le Tigre et l'Euphrate, donc les deux ruisseaux, les deux rivières qui passent par Babylone, et le tout aussi entouré d'un océan infini. Alors, la période grecque a été très faste. Déjà, Thalès de Milet, en moins 580 avant Jésus-Christ, a déjà affiné la- la représentation de la Terre sous cette forme-là, une Terre ronde, plate, comme une galette, entourée d'eau. Aristote a été le premier, en moins 335, à donner des preuves de la sphéricité de la Terre, grâce à notamment la forme des éclipses lunaires. Donc si vous vous référez à mon petit schéma ici, on voit que la courbure de la Terre se projetait sur la Lune lors des éclipses lunaires. Ensuite, la disparition des bateaux à l'horizon est aussi une preuve que la Terre est relativement sphérique. Et enfin, le fait de voir d'autres étoiles si on se déplace sur Terre, comme ceci, c'est le champ visuel d'un homme qui serait, donc ici en vert, qui serait, mettons, dans l'hémisphère nord. Si celui-ci se déplace dans l'hémisphère sud, eh bien, il va voir d'autres étoiles. Les étoiles jaunes seront les étoiles qu'il aura en commun avec l'homme qui est dans l'hémisphère nord, mais lui verra les étoiles rouges, ce que ne verra pas l'homme dans l'hémisphère nord. Alors, la période grecque continue, donc je vous dis très faste, avec Ératosthène, qui a
permis de calculer, donc ça c'était en moins 250 avant Jésus-Christ, qui a permis de calculer les dimensions terrestres, et notamment grâce à ses observations le jour du solstice d'été. En effet, le 21 juin, il a observé qu'à Sienne, eh bien, la Terre était penchée de telle sorte que les puits étaient éclairés jusqu'au fond, en fait. Donc ça veut dire que le Soleil était vraiment à la verticale. Au même moment, l'année d'après ou l'année suivante, il a mesuré l'angle grâce à l'angle que faisait un obélisque par rapport à son ombre. Donc cet exercice-là, on le fera en classe, et il a ainsi pu mesurer combien de fois il devait reporter la distance entre Alexandrie et Syène, qui était de 5000 stades, pour avoir l'entièreté de la Terre. Alors il a mesuré ainsi une circonférence allant plus ou moins à 35 000 km. Ce qui est très proche, vous le savez, parce qu'on a en fait une circonférence terrestre de 40 000 km. Alors voici la table de Peutinger qui date de l'époque romaine et qui n'avait, elle, pas vocation de représenter le monde tel qu'il est actuellement, tel qu'il est réellement, mais plutôt de servir de carte routière ou en tout cas de table d'itinéraire. Donc on voit tous des itinéraires qui traversent cette carte, et donc on peut voir différents éléments. Ici on arrive tout doucement en Italie, on voit Rome avec le Vatican ici au centre, on voit la botte de l'Italie avec la Sicile, on arrive tout doucement en Grèce avec Athènes, on voit ici tout en bas le delta du Nil, Jérusalem, et progressivement on arrive en Asie, où finalement on se rend compte qu'on a très très peu d'informations. Ne serait-ce qu'au niveau de ces côtes, c'est très très mal représenté parce que peu de monde y était revenu et on avait que très peu d'itinéraires au final. Alors, la carte de Ptolémée est très célèbre. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une vision du monde qui a duré très longtemps. En fait, elle a été créée au IIe siècle après Jésus-Christ et elle a fait foi jusqu'au XVe siècle, donc presque à la fin du Moyen Âge. Regardez, elle a été rééditée plusieurs fois. Voici une des représentations donc, de la carte de Ptolémée du XVe siècle qui faisait foi toujours à cette époque-là. Alors pourquoi la vision du monde n'a pas évolué entre le IIe et le XVe siècle? En fait, c'est très simple. Lors de la chute de l'Empire romain d'Occident, donc en 476 après Jésus-Christ, eh bien, les religions ont dû prendre de plus en plus de pouvoir pour guider les hommes et leur offrir une vision du monde un peu plus jolie. Et donc, on voit dans les enluminures apparaître ce genre de cartes-là, donc on appelle des cartes tripartites. Donc celle-ci date par exemple de 1260, donc 13e siècle, où on voit le monde entouré d'eau, encore une fois, avec un T, donc la grande barre du T représente la mer Méditerranée, la barre de droite représente le Nil, et la barre de gauche, la mer Noire. Et donc ce monde est divisé en trois parties, parce que Noé, dans la Bible, avait trois fils, Sem possède l'Asie, Cham l'Afrique et Japheth l'Europe. Donc il existe une multitude de ces cartes qu'on appelle T dans l'eau, et ceci en tout cas, c'est une carte chrétienne avec Jérusalem, le nombril du monde, au centre. Alors, voici une autre carte de la fin du Moyen Âge, qui est ce qu'on appelle une mappa mundi, donc une map monde, et ça représente le monde connu, donc toutes les terres au nord de l'équateur. Alors, l'Est est au nord, et Jérusalem reste toujours au centre. D'ailleurs, regardez, c'est ce qu'on appelle aussi une carte anciennement T dans l'eau, et si on l'interprète, voilà donc les différents éléments qu'on peut voir apparaître dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc on peut revenir à l'étymologie d'orienter une carte, et en fait, on se rend compte que orienter une carte, c'est tout simplement la tourner vers l'Orient. Donc l'Orient qui est bien à l'est. Alors, grâce aux civilisations arabes, les cartes de Ptolémée et la vision du monde de Ptolémée a été conservée à travers les âges. Voici une représentation du monde d'Al-Khwarizmi, donc qui est à voir évidemment dans le bon sens. Ceci, c'est donc une carte qui a été reprise de Ptolémée, mise à jour, avec plus de détails à certains endroits.
Et donc, c'était une carte qui était essentiellement utilisée par les savants. Donc là aussi, la religion a eu un impact très fort sur les gens, car voici ce que les fidèles recevaient dans le Coran. Donc une vision du monde centrée sur la Mecque. On peut voir au nord la mer Méditerranée, le Nil sur la gauche, le tout entouré d'eau, encore une fois de plus. Par la suite, on va voir apparaître des cartes qu'on appelle des cartes portulant, c'est-à-dire des cartes maritimes de navigation. Ça permet de naviguer facilement d'un point à l'autre grâce au compas ou avec la boussole, et elles datent toutes à peu près de la Renaissance. Grâce à ces cartes, Christophe Colomb va pouvoir partir et effectuer son voyage. Alors Christophe Colomb, pour la petite histoire, s'est basé sur les calculs d'un savant arabe, Al-Farghani, du 9e siècle, et qui écrivait dans son livre que chaque degré de la circonférence terrestre ferait 56 000, donc l'unité de l'époque. Et la Terre mesurait ainsi 20 520 000, qui correspond à 40 000 km. Alors, Al-Farghani travaillait en mille arabe, malheureusement, parce que Colomb, lui, travaillait en mille romain. Et donc, quand Christophe Colomb est parti, eh bien, il pensait que la Terre mesurait 20 520 fois 1,4, donc les 1 km 400 que faisait un mille romain, et donc 30 000, à peu près 30 390 km, ce qui fait à peu près 10 000 km de moins que ce qu'on connaît de la circonférence terrestre actuellement. Et c'est donc la raison pour laquelle Christophe Colomb, quand il est arrivé sur le sol américain, bien, en fait, il croyait être arrivé au Japon, anciennement Chipangu, qui est sur la carte ici. Et donc, il se basait en fait sur des cartes, comme celle qui est à gauche, celle de Martin Behaim, de 1492, donc 2 ans avant qu'il ne parte vers les Amériques, et donc qui n'était même pas correct, qui ne représentait un monde qui faisait seulement 30 000 km de diamètre. Ok, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver les différents éléments sur ces liens internet, et je vous retransmets aussi vers la Khan Academy si jamais vous avez des problèmes de maths, de physique ou de chimie. Voilà, à la prochaine!